Celles et ceux qui ont organisé cet événement, parce qu'en une semaine, on a réussi ici à réunir plus de 120 personnes, et enfin, c'est chouette parce que ça nous dit aussi que la campagne dont on voit au niveau national qu'elle prend un peu partout, mais elle prend aussi ici, et c'est important parce que Brest a énormément souffert des politiques qui ont été menées par Sarkozy et par Hollande, et leurs premiers ministres respectifs, qui veulent essayer de passer pour les premiers de l'année cette année. Bien, les quelques interventions qui viennent d'avoir lieu, au-delà que les sujets qu'elles traitaient étaient parfaitement pertinents et intéressants, me semblent aussi nous dire quelque chose d'essentiel. C'est que, en réalité, la politique, elle concerne directement nos vies, notre quotidien. Parce que souvent, le rapport qu'on a à la politique, c'est le rapport qu'on peut avoir à la télé, par exemple. C'est à l'extérieur. Je commence en me présentant, avant de vous donner les principales articulations, les principaux axes de notre programme. En fait, je m'appelle Pierre-Yves Cadalin et je suis brestois. Voilà, j'ai passé 18 ans à Brest et il se trouve que j'ai été membre de les solliciter pour aider sur le programme sur le chapitre écologie. Donc j'étais un des rapporteurs de l'équipe programmatique sur ce sujet. Et donc, avant d'arriver sur le contenu lui-même du programme, j'ai tout de même envie de vous parler un instant de la manière dont nous l'avons conçu. Parce qu'il n'y a pas un seul candidat ou une seule candidate qui ait pris autant d'attention à construire son programme. Dès février, dès l'annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon, un appel à contribution citoyenne a été lancé. Cet appel a fonctionné puisque nous avons reçu plus de 3000 contributions citoyennes, dont le traitement était assuré précisément par l'équipe programmatique et les rapporteurs, et nous les avons lus, triés, et vraiment nous avons fait un travail tout à fait consciencieux sur cette question, parce que souvent, ces démarches participatives, etc., sont là pour faire joli. Nous les avons prises au sérieux, et nous avons considéré, car c'est là le sens de notre action politique générale, que notre pari est le seul qui peut nous permettre de gagner, c'est le pari de l'intelligence populaire. Et ça a marché. Et de nombreuses propositions citoyennes sont remontées et ont été intégrées au programme. Je vous en donnerai des exemples tout à l'heure si vous voulez. Ensuite, une phase d'audition d'experts a été réalisée. D'experts, alors soit universitaires, soit des professionnels, soit des militants engagés depuis longtemps. Et donc 16 auditions ont été réalisées en présence de Jean-Luc Mélenchon et des porte-paroles du programme, qui donc ont aussi été intégrés au texte final que nombre d'entre vous ont acheté aujourd'hui et peut-être avant cela. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. On aurait dû prévoir plus d'exemplaires. Et en réalité, cette démarche, elle n'est pas uniquement liée au programme. Cette démarche constructive, participative, contributive, c'est le sens général qu'a notre campagne. Je prendrai 2-3 exemples à ce propos tout à l'heure. Je retrouve mes petits papiers qui sont un peu désordonnés. Alors on est insoumis. Alors, les papiers aussi. Alors du coup, le point essentiel, avant de dérouler un peu ce qu'est notre programme, le point essentiel, c'est que nous en avons un. Car nombreux sont les candidats qui aujourd'hui ne cessent de passer à la télé et qui n'ont pas l'ombre d'un programme. Et en fait, quasiment tous, personne n'a de programme figé à cette heure. Et donc, d'atermoiement en atermoiement, d'hésitation en hésitation, de recul en recul, ils arrivent sur les plateaux dire que ce qu'ils disaient hier n'est plus vrai aujourd'hui. Donc ça, c'est Fillon, c'est Le Pen, c'est tous ces gens-là changent d'avis toutes les 2 minutes. Et alors, Valls en est un exemple encore plus caractéristique. Mais donc, au fond, ce que ces gens-là font, c'est de dégoûter encore plus les gens de la politique. Parce qu'ils arrivent, et leur parole n'est que porteuse de mensonges, de reniements, etc. Nous avons ce programme, l'avenir en commun, et nous y tiendrons.
nous nous y tiendrons et nous le mettrons en place. Car maintenant, les gens se sont faits au fait que les promesses ne sont pas faites pour être tenues. Mais c'est une absurdité en démocratie, car sinon, autant ne plus faire d'élections. Si les débats d'idées, si les débats et les confrontations entre candidats qui les portent ne mènent pas ensuite à des actions politiques différentes. Nous en avons un exemple cinglant avec le mandat de François Hollande. Le mandat de François Hollande est la continuité parfaite sur le plan de la politique économique de celui de Nicolas Sarkozy. Les gens n'avaient pas voté pour ça. Avec nous, ils voteront, ils sauront pourquoi ils votent, et ce sera fait. Alors, le mouvement de la France Insoumise, qui a été créé donc il y a une dizaine de mois, fait précisément le pari qu'autour de ce travail de construction programmatique, qu'autour de ce programme, nous puissions rassembler. Et rassembler des centaines et des centaines de milliers de gens, nous sommes déjà 180 000, autour de bases programmatiques tout à fait claires. De les rassembler en disant précisément que la politique désormais est notre affaire et que le peuple entend bien se mêler de ce qu'on dit qu'il ne le regarde pas à longueur de temps. Pour cela, les éléments que contient ce programme sont décisifs. Et le premier d'entre eux, c'est d'ailleurs le premier chapitre, c'est la 6ème République. Et la 6ème République, autant qu'une nécessaire transformation démocratique de notre société, c'est une méthode. Et la méthode, c'est l'implication populaire. C'est-à-dire que la 6ème République, nous la commençons dès maintenant. Nous la commençons dès maintenant en créant des groupes d'appui partout dans le pays. Car ces groupes d'appui, si nous gagnons l'an prochain, deviendront des comités constituants où nous discuterons ensemble de comment redéfinir les règles du jeu pour que la vie politique soit plus honnête, soit moins corrompue, soit davantage liée aux nécessités et aux préoccupations des citoyennes et des citoyens. Cet horizon est extrêmement important et je vous l'explique en un instant. L'Assemblée constituante, si nous gagnons en mai prochain, sera convoquée en septembre, car un référendum au moment des législatives en juin aura lieu pour savoir si les gens souhaitent ou non une constituante. S'ils ont élu Jean-Luc Mélenchon, normalement la réponse sera positive, et dès septembre, le travail se mettra en place pour inventer une 6ème République, pour inventer, au fond, des nouvelles règles collectives qui nous permettent d'assurer notre vie commune. Donc, en termes pratiques, c'est tout à fait jouable et c'est tout à fait simple. Maintenant, quel en est le contenu? Quel en est, au fond, quelle est la capacité transformatrice de cette idée? Elle est immense, parce que ce n'est pas dire, comme le disent tout le reste de la classe politique, comme ils le disent tous, ce n'est pas dire nous allons aller voir le peuple une fois tous les 5 ans et puis tranquillement lui demander d'aller voter pour nous, comme ils le font, et puis ensuite le renvoyer à la maison et dire ne t'occupe plus de rien, de toute façon tu ne connais rien, et nous sommes les sachants. Nous n'y croyons pas à cela, car les sachants, c'est précisément ceux qui nous ont détruit l'existence depuis une dizaine d'années. Et sans doute davantage. Mais l'idée donc est essentielle de rompre avec cette morosité politique, et c'est de dire, une fois que l'élection est passée, ne rentrez pas chez vous. Continuons ensemble, parce que c'est cela la démocratie, c'est s'occuper réellement de ses propres affaires. Et donc, décidons, reposons le débat, reposons les questions qui collectivement nous définissent dans notre vie quotidienne. Redéfinissons le rapport aux institutions, redéfinissons dans l'entreprise comment doivent être réglés les rapports de force. Car s'il y a bien quelque chose qui est aberrant, c'est que tout le monde pense, ou tout le monde est amené à penser que nous sommes dans une société démocratique. Mais comment se fait-il alors que dans le domaine du travail où les gens passent le plus clair de leur temps, la loi qui s'impose, c'est celle de la tyrannie? Ce n'est pas possible de continuer ainsi. Aussi, dans la Constitution, nous fixerons un horizon dans la nouvelle Constitution. Cet horizon, c'est celui des nouveaux droits qui sont nécessaires. Car chaque fois, on nous rabâche tout le temps. Quand on va manifester contre la loi travail, quand on réclame la défense de nos droits,
certains éditocrates habitués, voire très habitués, puisque par exemple Jean-Pierre Elkabbach vient de quitter la radio à 79 ans, après 40 ans de loyaux services à l'oligarchie, eh bien, très habitués à admonester ainsi leurs petites leçons et à dire mais vous savez, ces réformes sont raisonnables, il faut réformer, c'est le mantra de la réforme. Alors on sait toujours ce qu'il y a dedans, hein. C'est toujours moins de protection et de droits pour les salariés et les ouvriers, mais ça a l'air d'être une idée éternelle dans leur tête. Et ils disent ça, les gens sont déraisonnables, etc., ils ne devraient pas venir. Et à partir de là, ils nous taxent, eux, les Fillon, les Valls, les Le Pen, ils nous taxent de conservateurs. Ils nous disent « Oh, ils veulent conserver leurs droits, les petits privilégiés. » Mais de quels privilégiés parlent-ils? Des gens au SMIC? Des gens qui ont un emploi précaire? C'est cela pour eux les privilégiés? C'est cela les gens qui conservent soi-disant leurs acquis? C'est une honte de parler comme ça. C'est scandaleux profondément. Scandaleux, soumis au chantage et travail. C'est proprement scandaleux, et nous, ce que nous disons, c'est qu'au contraire, nous ne sommes pas là que pour défendre nos droits, nous allons en conquérir de nouveaux. Et c'est cela qui est lié et intimement au projet de la 6ème République. Car il est grand temps de refonder notre communauté politique collectivement. Les divisions, les diviseurs, c'est toujours les mêmes, les diviseurs. C'est les Fillon, les Le Pen, les Valls. Et qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui comme division? Ils veulent la division entre les immigrés, entre les réfugiés qui fuient la guerre et les travailleurs français. Mais nous ne voulons pas de cette division. Nous voulons dire aux travailleurs français et aux immigrés que leurs intérêts sont les mêmes, car leurs conditions d'existence lamentables sont essentiellement liées précisément à l'oligarchie qui nous gouverne et que nous allons renverser. Alors, ce sous... Ah, le millefeuille, ça va nous donner faim. Là. Non, oui, non, pas celui-là, Mais... Hein, c'est le millefeuille étatique, et au niveau des régions, qui nous coûte très cher, au niveau impôts locaux, et au niveau impôts locaux... Tout à fait, la dimension de la réorganisation administrative est tout à fait inclue dans la 6ème République. Bon, alors, pourquoi tout ce souffle? Pourquoi tout ce souffle? Pourquoi essayer de revitaliser ainsi notre vie politique? Bien... Très simplement pour répondre à l'urgence de la vie quotidienne. Cette vie quotidienne que les autres responsables politiques ignorent absolument. Ils l'ignorent, mais en plus ils la méprisent. Il n'y a qu'à voir Emmanuel Macron allant voir des ouvriers défendant leur emploi et disant « Mais mon Dieu, tu devrais bien travailler pour avoir un costard, etc. » C'est un mépris absolu. Et ce mépris-là, mais nous leur renverrons ceci dans leur j'essaie de ne pas être vulgaire. En tout cas, nous le leur reverrons proprement. Mais ces urgences du quotidien, pourquoi ce programme y répond? Il y répond par la réforme fiscale déjà qui est prévue, c'est-à-dire par le partage des richesses nécessaires. S'il y a tant de tensions dans notre société, s'il y a tant de divisions et si on peut tant attiser les gens les uns contre les autres, c'est précisément parce que la vie de la classe moyenne et des classes populaires ne cesse de se dégrader. Et donc, à partir de là, nous disons qu'il y a une nécessité à partager les richesses. Et cela, très rapidement, une urgence, tout à fait. 2 volets principaux à cela, la réforme fiscale, qui sera une réforme fiscale sur les foyers fiscaux, en gros. Bon, je fais vite, mais on va créer 14 tranches d'impôt sur le revenu, qui sera fusionné avec la contribution sociale généralisée, la CSG. Et cet impôt progressif fera qu'en gros, les très riches paieront davantage et ensuite de manière décroissante jusqu'aux plus pauvres. Parce qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu est devenu ce qu'on appelle dégressif, c'est-à-dire que plus on gagne, moins on paye. Ce qui est une aberration, c'est le contraire du principe de justice de l'impôt. Et ce qui est valable pour les foyers fiscaux, nous le ferons aussi pour les entreprises. Et l'impôt sur les sociétés deviendra également progressif. Pour les petites entreprises, il sera moins élevé que pour les grandes entreprises qui aujourd'hui ne payent rien. Total, c'est 0 impôt aujourd'hui. Alors que les petites boîtes, elles doivent se ramasser 30-33% d'impôt sur les sociétés et elles le payent comptant. Et ensuite, en plus, du coup, ça crée des frustrations, ça crée des colères et c'est normal. Mais nous devons rétablir la justice là où il n'y a que des aberrations.
Ensuite, il y a une amélioration concrète de la vie quotidienne. Augmentation du SMIC, 6e semaine de congé payé, rétablissement des 35 heures. J'en oublie parce qu'il a tellement fourni ce programme en bonnes choses. Bref. Là, ça doit être ici. Voilà, mais en gros, c'est pour vous donner une idée. La retraite à 60 ans, et encore une fois, pour les petites et moyennes entreprises, et pour les travailleurs indépendants, la possibilité de cotiser au régime social de la sécurité générale, parce que le RSI est proprement une horreur pour eux. Alors, améliorer la vie, ça passe aussi par la création de l'emploi. Et j'étais sur l'urgence de la vie quotidienne, et ça me mène à l'autre point qui est central dans notre programme, c'est l'urgence du temps long. Car le temps long nous rattrape aujourd'hui. Le changement climatique est en train d'éroder et va éroder de plus en plus les conditions sociales de notre existence. Et il est possible qu'à horizon assez proche, nos sociétés se retrouvent absolument bouleversées par ce phénomène. Bouleversées parce que l'ONU pense par exemple que d'ici 2050, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques. Alors à côté de ça, les réfugiés syriens, ils sont très peu nombreux, vous voyez. Donc il faut se préparer à s'adapter, mais aussi se préparer à lutter contre le changement climatique en lui-même. Et ceci est générateur d'emplois. C'est pour ça que Cécile avait absolument raison tout à l'heure en disant qu'il est absolument faux que l'écologie soit un sujet de la petite bourgeoisie moyenne, qui serait censé valoir systématiquement qu'il faut payer la dette. Ah, je passe juste un instant là-dessus parce que cet argument est tout de même fort de café. Ils arrivent et ils disent « Oh les amis, la dette est tout de même assez élevée, va falloir serrer la ceinture. » Mais ça fait 15 ans. Et vu que Hollande a marché là-dedans à fond la caisse, eh ben les autres à droite, Fillon, Le Pen, ils sont encore plus yalla là-dessus. C'est-à-dire que leur idée c'est d'y aller à fond, de vider l'épargne, de vider les comptes d'épargne des gens, de baisser leur salaire, de baisser leur pension, de supprimer les emplois. Comment François Fillon peut-il défendre de manière sérieuse qu'en détruisant 500 000 emplois de fonctionnaires en un mandat, il va créer de l'emploi? Il est tout à fait possible, et je veux vous le dire parce qu'on vous répète le contraire à longueur de journée, il est possible que nous arrivions au second tour. Et au second tour, il est possible de l'emporter car je ne crois pas que les Français veulent encore plus souffrir comme le proposent les programmes de Marine Le Pen et de François Fillon. C'est ouvrir un horizon positif enfin pour le peuple. Et je profite de cette idée qui traverse le programme pour vous citer un grand poète breton que je relisais récemment, Armand Robin, qui disait, en parlant justement de tous ceux qui nous méprisent, de tous ceux qui nous détestent, de tous ceux qui nous préconisent ces remèdes qui tuent le patient, de cette oligarchie que nous allons virer. Eh bien, Armand Robin disait « Ils ne comprendront jamais que le peuple est, ils ne comprendront jamais que le peuple est, car ils croient qu'ils sont les seuls à être, et que le peuple attend d'eux son existence. Mais nous n'avons pas attendu et nous n'attendrons pas. »